Bonjour, je m'appelle Maxime Rovert, je suis philosophe, actuellement chercheur au Netherlands Institute for Advanced Studies à Amsterdam, et mes recherches portent sur Spinoza en histoire de la philosophie et sur les interactions quand je fais directement de la philosophie. Bonjour, je suis Camille Riquier, professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris et vice-recteur à la recherche. Mes travaux portent essentiellement sur la philosophie française, Bergson, Péguy, dont j'ai voulu faire un philosophe, Sartre, et donc au fond toute une lignée issue de Descartes. Bonsoir. Les rencontres philosophiques de Monaco, fondées par Charlotte Casiraghi, Raphaël Zagueri-Orly, Joseph Cohen et moi-même, que dirige aujourd'hui Laura Hugo, lancent ce soir une nouvelle série que nous avons appelée « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Je crois que la question est suffisamment explicite et concerne chacun d'entre nous, car l'épidémie, la pandémie a modifié bien des choses qu'il est difficile d'évaluer. Beaucoup de choses ont été changées, modifiées dans les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports amicaux, mais aussi nos croyances, nos façons d'enseigner, si bien que nous allons inviter des philosophes qui vont nous apporter des réponses peut-être locales à ces questions. Ce soir, j'ai invité à ma gauche Maxime Rovert, qui est un grand spécialiste de Spinoza, qui enseigne aujourd'hui à Amsterdam, et Camille Riquier, qui lui est un grand spécialiste de Bergson, comme ça fait pendant, et qui enseigne à Paris à la faculté de philosophie de l'Institut catholique. Nous allons ce soir focaliser l'attention sur ce qui arrive au monde étudiant, ou plus exactement, qu'est-ce qui arrive à la relation pédagogique entre maître et élève à l'heure où nous sommes presque tous obligés d'enseigner à travers des écrans, où les étudiants, les collégiens, les lycéens connaissent des emplois du temps totalement sporadiques, y compris d'ailleurs dans les écoles maternelles, où nos petits et nos petites sont obligés d'interagir avec un maître, une maîtresse masquée, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors je voudrais voir d'abord avec Camille, comment tu constates le changement qui est advenu dans la façon d'enseigner, dans la façon de recevoir l'enseignement? Oui, ça fait près d'un an que les interactions ont été plus ou moins compromises, surtout à l'université, puisque l'enseignement se fait désormais essentiellement à distance. Je ne pourrais pas encore en prendre la mesure, mais peut-être que la philosophie a toujours un temps de retard. Comme le dit Hegel, elle ne pense qu'au crépuscule, et que d'une certaine manière, on peut aussi maintenant peut-être mieux comprendre ce que nous avons perdu. On ne parle jamais aussi bien que de ce qui nous manque. Et quand je lis Maxime Rovert, l'école de la vie, c'est justement peut-être cela qui a disparu en même temps que les interactions sociales. C'est-à-dire que dans ce livre, qui pour moi est beaucoup plus qu'une manière de parler de l'apprentissage ou d'enseignement, c'est même plus qu'un témoignage, c'est un acte de gratitude, de reconnaissance, un grand merci qu'il adresse à ses professeurs. Dans les rencontres charnelles, réelles, qu'il a pu avoir et qu'il a pu tisser avec eux. Et c'est ce qui nous manque, si je puis dire. C'est ce manque de corps, ces rencontres, cette érotique dont il parle, essentielle, ambiguë, mais sans priver, si je puis dire, nous empêcherait d'accéder proprement au savoir et à l'apprentissage dans toute sa noblesse. Et c'est ce que je peux observer aujourd'hui. Ça veut dire que les écrans font écran, ils sont masqués. Alors, on déplore la fin de l'autorité à l'école. Enfin, de choisir les écrans et de museler nos étudiants, c'était pas forcément la meilleure façon pour se faire entendre. Il y avait peut-être d'autres moyens pour le faire. C'est un substitut, mais il ne faut jamais oublier que c'est un substitut et que ce n'est jamais qu'une promesse d'une rencontre future. Si un jour le numérique se substituait à tout jamais à l'enseignement oral, réel, on verrait que tout cela perdrait de son charme, qui n'est jamais que la promesse de ce qui nous attend d'une rencontre possible. Et c'est ce que j'attends aussi. Ça veut dire que lorsque je pense à mes professeurs, et je pense au portrait magnifique que Maxime Rovert de son livre a fait d'André Pessel, qui est un de ses profs, il le décrit physiquement.
charnellement. Et quand on pense à son professeur, on pense à sa voix, à sa posture, à son rythme saccadé, sa façon de marteler. Tout ça nous revient en même temps. Hein, et il n'y a pas d'idée qui ne soit pas incarnée. Et c'est peut-être la grande différence entre l'enseignement oral et la simple lecture. C'est qu'on ne peut pas se souvenir d'une idée sans entendre intérieurement, à l'intérieur même de notre voix intérieure, la voix même du maître qui nous a parlé, et qui nous empêche de savoir que c'était lui qui nous l'avait appris et que nous ne le savions pas avant. La gratitude est une nécessité. Absolument. J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage très chaleureux à André Pessel qui vient de disparaître et qui était effectivement vraiment l'incarnation du maître, une incarnation physique, étant donné effectivement sa corpulence et sa tendresse, sa gentillesse, et je pense aussi à sa compagne Francine qui nous a accompagnés aussi dans beaucoup de nos études. Maxime, je voudrais revenir sur cette relation pédagogique parce qu'il y a aujourd'hui des choses quand même assez graves. Avant-hier, une étudiante de Strasbourg a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour expliquer son malaise, qui commence par « Je suis morte. Je suis morte. J'ai perdu toute source de vitalité en étant enfermée dans ma chambre, en étant obligée d'apprendre sans justement la présence physique. » Alors on disait jadis que pour bien enseigner, il fallait que le corps fût discipliné, plié, silencieux. Dans ton livre, tu dis exactement le contraire. C'est justement dans la mouvance des corps qu'il y a cette interaction possible. Est-ce que tu constates aussi à la fois cette douleur de l'étudiant qui se répercute sur le maître et cette absence de transmission possible sans le corps? Oui, bien sûr. En fait, tout part d'une certaine conception du corps. C'est-à-dire que, au fond, un corps humain vivant, il se vit par attraction et répulsion. Il y a des choses qui nous attirent, il y a des choses qui nous repoussent, et on va s'intéresser ou pas à des savoirs, et donc développer des procédures pour y répondre, selon ce jeu d'attraction et de répulsion. Le corps qui souffre aujourd'hui, c'est un corps qui justement est laissé à l'abandon, parce que non seulement la relation entre prof et élève est médiatisée par un écran, mais aussi toutes les relations secondaires qui structurent l'apprentissage, c'est-à-dire les regards en biais, la coexistence d'étudiants qui apprennent ensemble, le fait qu'à un moment, l'un n'est pas attentif, mais l'attention des autres le réoriente, donc il y a des effets de groupe. En fait, ce corps ouvert, qui n'est pas un corps seulement individuel, mais qui est le corps collectif apprenant, en fait, c'est ce corps-là qui souffre le plus. Donc, ce qui est très beau dans la situation douloureuse que nous connaissons aujourd'hui, c'est que, plus que jamais, les individus reprennent conscience de la nécessité de vivre ensemble, qui n'est pas du tout une nécessité morale secondaire à laquelle, en fait, on serait tenu de s'exposer. Non, le corps, il n'existe que par ces liens que j'essaie de décrire donc en termes d'interaction, puisqu'en réalité c'est circulaire et que, par exemple, lorsqu'un prof attire votre attention sur un sujet problématique, c'est une manière d'attraper la présence de l'élève et de la faire circuler autour de quelque chose qui est irrésolu, qui est un problème. Et c'est à partir de cette attention accordée au problème qu'effectivement il est possible de se percevoir soi-même comme vivant, soi-même comme relié, c'est-à-dire relié à un ensemble qui est cette classe, qui est cette société, qui est en fait l'ensemble du corps savant, dont on fait partie progressivement, et en même temps se sentir autonome, puisque ce savoir-là, il n'est pas imposé de l'extérieur, il est reconstitué justement par la capacité de chacun à répondre à ses problèmes. Donc c'est toute cette érotique qui n'est donc pas du tout une érotique de la séduction, qui n'est pas une érotique du tactile, mais qui est une érotique au contraire du savoir et de l'intérêt, de l'attention et ainsi de suite, qui aujourd'hui est perdue, ou en tout cas qui doit se réinventer à partir de codes totalement nouveaux. Encore une fois, la présence, dans la mesure où elle définit notre propre existence, ça ne s'interrompt pas. Donc l'idée même qu'il y ait des cours en distanciel, comme on dit,
est au fond erronée. À partir du moment où on existe, on est présent quelque part. Donc la question de l'enseignement à distance est en fait une question à nouveau de présence. À quoi est-on présent? À quoi doit-on être présent pour fabriquer des savoirs? Donc bien sûr que du coup on va s'apercevoir que l'environnement immédiat a un impact évident. Que des choses qui paraissent secondaires, comme par exemple le moment d'avant le début du cours et le moment d'après le début du cours, jouent un rôle absolument central puisque c'est là que on évalue les savoirs, qu'on se fait part les uns aux autres des zones des intérêts, des difficultés, et en fait, ce faisant, on resocialise le savoir, c'est-à-dire qu'on l'encastre, comme disent les sociologues, à nouveau dans un terrain social fertile à partir duquel il va croître. Donc vraiment, je pense que c'est plus que tout la question de la présence qui aujourd'hui est à repenser, est à vivre d'une manière différente, et c'est encore une fois en revenant à ce que c'est qu'un corps que l'on pourra s'orienter. Le présentiel nous renvoie de nouveau à la présence, quoi. Mais cette présence, elle ne relève pas simplement d'une présence à une présentation du savoir. Je crois qu'il y a aussi une présence physique, charnelle. J'entendais l'autre jour un jeune garçon qui disait à sa maman qu'il n'aime plus aller à l'école parce que sa maîtresse ne l'aime plus puisqu'elle ne lui sourit plus sous le masque. Cette présence, elle est aussi faite de toucher, elle est aussi faite de sourire, d'émotion, et tout ça participe. C'est pour ça que l'enseignement n'est pas la simple dispense d'un savoir. Dans ce cas-là, il suffirait d'avoir un podcast à faire écouter et on apprendra des choses. Il y a cette présence. Peut-être qu'avec des étudiants, c'est différent, mais dans cette interaction, il y a aussi les sourires, comme tu le disais, il y a aussi les regards, il y a aussi une manière de faire passer des choses qui aujourd'hui, lorsque l'étudiant ou le lycéen se trouve tout seul ou devoir aller à l'école un jour sur deux ou une semaine sur deux parfois, il y a une certaine manière de rendre les choses séquentielles, sérielles. Or, l'enseignement, en plus d'avoir une présence, a aussi une histoire, un continuum historique qui forge les savoirs au sens propre et qui évite, Camille, peut-être que les savoirs tournent en croyance, peut-être. Oui, en tout cas, c'est une autre modalité de la présence qu'il s'agit de penser. Moi, je m'accorderai à ce que dit Maxime. Je déplore tout de même que le rapport au corps manque dans l'enseignement qu'aujourd'hui on dispense. C'est-à-dire que je m'accorde avec Platon, parce que c'est le premier qui a dit que l'apprentissage était lié à l'éros, au désir, et qu'il était suscité par un maître. Mais d'une certaine manière, chez moi, le mouvement est presque en sens inverse. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit au fond de quitter les corps pour progressivement s'élever jusqu'aux idées, aller de l'âme jusqu'aux idées. Moi, je ne comprends une idée que lorsque je me la suis incorporée. C'est-à-dire que j'ai besoin de descendre et de faire mienne cette idée qu'on m'expose. Et donc, lorsqu'on me la donne brute sur Internet, je ne la comprends pas. Si je puis dire, elle ne m'a pas comprise et saisie de l'intérieur. C'est pour ça que pour moi, c'est un processus lent. Je suis en cela un mauvais élève. J'ai besoin de temps pour m'assimiler les choses. Et donc d'un corps et de l'interaction entre les corps. Et ce que je regrette, c'est précisément que cela manque. Ça veut dire que cela n'est possible que par la relation au maître. Et je ne sais pas si je suis un maître ou un professeur, en quelque sorte, le mot qu'on utilise, face à l'écran. Ce que je veux dire, c'est que tout est mis en quelque sorte à plat, et encore que ce soit aussi un beau mot, un tuteur, mais au fond, on n'a affaire qu'à des tutoriels. Et peut-être que ces capsules vidéo qu'on adresse aux étudiants ne sont jamais que des tutoriels qui sont pour eux l'occasion d'apprendre eux-mêmes. Ça veut dire que nous ne sommes jamais que l'occasion d'un apprentissage autodidacte, où la relation n'est pas proprement instaurée. Or, je ne peux pas évoquer mon enseignement, mon apprentissage, sans évoquer les maîtres qui m'ont fait, qui ont fait ce que je suis devenu, et qui se fait essentiellement par le dialogue. Bien sûr.
Il y a un côté, je ne partage pas totalement la référence au tutoriel, parce que le tutoriel, ça aide à tenir droit. Oui. Or, je ne crois pas que le but d'un maître, c'est d'aider à tenir droit, mais c'est d'aider à tenir tout seul, ce qui n'est pas la même chose. C'est pour ça que maître, moi qui ai eu comme maître Vladimir Jankélévitch, je peux te dire qu'effectivement, il m'a fait tenir tout seul, mais il ne m'a pas redressé, il ne m'a pas dressé, si je puis dire. Mais les tuteurs sont sur Internet. On a des tutoriels, mais moi je suis très fier, je trouve ce mot très beau de maître, et le mot d'élève, pour moi il y a des mots les plus magnifiques de la langue française. Si pour peu qu'on entend par là l'élévation et non pas l'élevage, parce qu'il y a encore une ambiguïté sur l'étymologie. Mais nous sommes élevés littéralement à nous-mêmes et à une grandeur que nous ne soupçonnions pas en nous. Donc ce sont des mots décisifs. Tuteur, même si Saint Augustin l'apprécie parce que le Christ est le seul maître, mais c'est parce que justement il y a un autre maître qui nous attend. Mais c'est le maître qui compte, et c'est la relation qui est instaurée et qui engage beaucoup plus que la tête, tout le corps. Nous ne sommes pas que des têtes. Je veux dire que lorsque j'entends un professeur, c'est vraiment avec tout mon corps, mon cœur, mon âme, mon émotion. C'est pour ça que pour moi la croyance a partie liée. C'est-à-dire que je suis toujours parfois perplexe quand je me souviens de quelques-uns de mes professeurs qui enseignaient des choses qu'ils ne croyaient pas eux-mêmes. Et nous nous retrouvions parfois à croire plus et davantage ceux-là qui nous disaient qu'ils ne croyaient déjà plus. Et que le savoir en lui-même ne me suffit pas dans l'enseignement, dans le sens où j'ai besoin de croire aussi à ce que je sais. D'où cette incorporation dont je parlais. Et qui implique la relation des corps. Tout est dit par Maxime. Dans cette relation des corps, Maxime, tu parles de l'érotique. Évidemment, on peut le comprendre par référence à Platon en grec. Aujourd'hui, c'est assez mal vu de parler de ça, non? Oui, j'en avais conscience, à vrai dire, c'est pour ça qu'un quart du livre est quand même consacré à une théorie de la sexualité. En fait, donc l'érotique, ça n'est rien d'autre que l'art du désir. Le désir, c'est suffisamment large pour migrer, pour ainsi dire, à travers de multiples dimensions de l'existence, où justement le sexuel n'est qu'une parmi un très grand nombre de dimensions, des choses qui, pour ainsi dire, nous relient. Donc, par érotique, j'ai voulu attirer l'attention sur la nécessité de réouvrir, en fait, la grande boîte du désir, d'où sort vraiment ce que j'appelle l'iridescence, donc, c'est-à-dire la multiplicité des dimensions qui ne sont pas complètement étrangères les unes aux autres, mais dans lesquelles l'attention peut justement se déplacer. Et l'idée du corps dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, au départ, ce qui oriente, enfin, ce qui nous fait sentir notre corps comme vivant, c'est l'émotion. Tout à l'heure, tu parlais justement de cet enfant qui a l'impression de ne plus vivre cette incarnation du savoir, parce qu'il a l'impression que la maîtresse ne vient plus. En réalité, nous avons conscience de nos corps à partir aussi des émotions que nous ressentons. Donc, lorsqu'on parle de corps, évidemment, nous, on en parle en disant « oui, vous savez, le corps, c'est très important dans le savoir, mais on ne va pas faire des pompes aux étudiants. Ça n'est pas un corps musculaire dont on parle, c'est un corps sentant. Et ce corps sentant, il sent principalement des émotions. Et ces émotions, elles sont malmenées. Pourquoi? Parce que dans une société, je dirais, gestionnaire, on a tous tendance à penser qu'être un vrai professionnel, c'est faire les choses sans émotion. Dans le cas de l'enseignement, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un vrai professionnel de l'enseignement si l'on n'apprend pas à faire les choses avec amour. Et ça, les profs de tous les niveaux le savent, c'est très 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 puissant dans les toutes petites classes, puisque les tout petits arrivent avec une intensité émotionnelle et justement, je dirais, amoureuse, qui est très forte, et qui les inscrit tout de suite dans ce que j'appelle les interactions d'appartenance, c'est-à-dire qu'ils se livrent. Il faut savoir à la fois accueillir cette appartenance et en même temps l'inverser pour encourager, tu en parlais tout à l'heure, à l'autonomie. Donc on a comme ça des cercles qui fonctionnent en circuit inversé, en fait, comme des roues d'engrenage, dont il faut savoir jouer. Et il me semble que, encore une fois, l'émotion n'est pas seulement le problème fondamental de l'enseignement, c'est aussi la méthode. C'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir réussir à entrer en dialogue corps à corps, mais sans se toucher, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas
de plaider pour une école du contact. Il s'agit plutôt de plaider pour une école où on comprendrait que ce qui touche les élèves, ça ne se fait pas avec les mains, comme au XIXe siècle, où notamment on punissait, il y avait c'était beaucoup autour de la punition, hein, le contact physique dans l'enseignement. Et en fait, comprendre que ce contact est un contact d'émotions, que travailler les émotions, ça veut dire non seulement ouvrir son cœur en tant que prof, et autant au lycée qu'à l'université, on entend beaucoup de choses dans les salles des profs, et on sent que les profs ont des difficultés à vivre leur amour pour leurs élèves. Et j'entends par là un amour qui est pas tellement l'amour romantique du prof qui tomberait amoureux de son élève, etc. J'entends plutôt la difficulté à accepter d'être impliqué dans le devenir des plus jeunes. Alors ça, c'est quand même le fondement de la profession. Et savoir le faire fructifier, c'est savoir entrer en dialogue avec des émotions qui ne sont pas toujours de cet ordre-là, qui peuvent être du rejet, qui peuvent être de la colère, qui sont alimentées en fait par des structures sociales qui sont bien sûr ou familiales, qui sont en partie à l'extérieur, mais dont j'essaie de montrer dans l'école de la vie qu'elles sont saisissables à l'intérieur d'une salle de classe, parce qu'en réalité, on a toujours quelque chose à voir avec ce que ressentent les personnes qui sont en notre présence. Donc il est possible, pas de transformer un jeune homme en colère en un nouveau Socrate, c'est pas l'objet. L'objet, c'est plutôt de dire qu'avec la colère de quelqu'un, on peut faire travailler toute une classe et restaurer un travail autour de l'appartenance, justement d'une difficulté qu'on peut vivre ensemble, et donc, encore une fois, d'effets de groupe qui vont créer des corps collectifs, qui est une manière très intéressante de travailler. Et souvent, on me dit, mais est-ce que vous décrivez une école idéale? C'est le contraire, c'est ce qui se passe dans les établissements. Les bons profs savent faire ça. Et même les mauvais, en fait, se démènent avec ces corps, ces émotions, ces types d'attention. Donc je crois que retrouver cette conscience à la fois du rôle fondamental de nos émotions et du fait que nos émotions sont incarnées, que cette incarnation, elle est la source de tous nos savoirs, et que c'est en s'appuyant sur elle, et donc à nouveau sur nos émotions et sur nos interactions, qu'on va refabriquer des savoirs. Je crois que là, on a une clé pour construire le monde de demain, tout simplement. D'accord. Moi, j'aime bien utiliser l'expression « tenir à ». Parce que justement, le terme d'émotion est assez ambigu. Et je vais vous poser à tous les deux la dernière question. Le maître tient à l'élève, et parfois tient par l'élève, de la même manière que l'élève tient parce qu'il tient au maître, ou plutôt l'élève, jusqu'à être son maître. Et le maître l'élève parce qu'il est le maître. Or, je crois que l'émotion aujourd'hui, je comprends très bien ton discours qui est parfaitement logique et convaincant, mais dans une société où la politique fonctionne à l'émotion, où les émotions nous parviennent partout, des émotions qui sont des moyens de gouvernement aujourd'hui. Souvent, c'est la crainte. Quand je parle aussi d'émotions pires encore que la crainte, qui sont la haine, le mépris, etc. Est-ce que ça risque pas de blesser la bonne émotion? C'est-à-dire que fondu dans l'émotion politique et sociale, est-ce que nous ne risquons pas de perdre ce tenir à émotionnel qui est au centre de la relation pédagogique? Oui. Distinguer une bonne... Oui, être plus bref. Non, une bonne ou une mauvaise. En tout cas, je m'accorde sur l'importance de l'émotion. C'est la source, hein, philosophia. C'est tout de même cela même qui suscite le désir. Rousseau disait, ce n'est pas parce que Archimède s'est baladé tout nu dans les rues de Syracuse en criant Eureka qu'il n'en a pas trouvé la vérité. Parce que cela le passionnait. Donc il y a une bonne émotion, mais justement dans la mesure où le savoir est susceptible de pouvoir susciter cette émotion. C'est-à-dire que ce qu'on peut déplorer, c'est plutôt un décrochage. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des émotions, si je puis dire, qui s'affranchissent de toute tutelle, se libèrent, et Internet, malgré tout, peut favoriser cette manière de brancher nos croyances directement sur du pulsionnel, sur nos craintes, sur nos fantasmes, et avec pour effet que le savoir, du coup, devient éthéré,
froid, glacial et peut-être méprisant. Nous ne savons plus croire et dans un sens, nous ne savons plus non plus ce qu'est savoir. Donc l'idée pour moi, c'est que les deux peuvent être associés, articulés. Et qu'aujourd'hui, c'est plutôt à cette fracture qu'on assiste. Et qu'une certaine manière, voilà, je déplore. Aussi bien pour la croyance, les émotions, le désir, que le savoir lui-même, qui désormais, à l'heure de Wikipédia, honnêtement, n'a plus l'attrait qu'il a pu avoir pendant des siècles. Merci à tous les deux, c'était très sympathique. Donc espérons que de nouveau l'école soit une école de la vie et qu'elle nous apprenne de nouveau à savoir croire, chère Camille. Bonsoir et à la prochaine émission. Merci. Merci Robert. Merci.